Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Donc, je travaillais avec les enfants, j'apportais aux enfants, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que je faisais que mettre des pansements sur les problématiques des enfants. Et une fois qu'ils rentraient chez eux, eh bien, c'est rebelote, le pansement était enlevé et c'est reblessure. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fin de compte, c'est pas sur les enfants qu'il fallait travailler, parce que les enfants, ils n'ont rien à voir là-dedans. Que c'est la posture de l'adulte qu'il faut changer. C'est-à-dire la posture de nous, parents, qui doit changer et s'adapter aux besoins des enfants. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah, Dalila. Alaykoum salam. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Ça va malgré l'actualité. On a tous un peu chamboulé par l'actualité, mais alhamdoulilah, il faut continuer. Ouais, l'actualité vraiment nous a plombé le moral. Qu'Allah préserve, qu'il vienne en aide à nos frères et sœurs en souffrance. Amin. Dalila, malgré tout, je suis quand même très heureux de t'accueillir sur ce podcast. J'ai été tombé sur ta page Instagram, je sais plus comment, un peu par hasard, et j'avais vu le contenu que tu proposais, et tu vas nous en parler. Et je trouvais ça vachement intéressant, car c'est un sujet que j'ai pas beaucoup abordé sur ce podcast. Mais sans plus attendre, je vais te demander de te présenter, Dalila, en quelques instants, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais. Alors moi je suis Dalila, je suis issue d'une famille kabyle, algérienne. Je suis née en France. Je suis la quatrième d'une fratrie de 5 garçons. Je n'ai pas de sœurs. Donc j'ai grandi dans une famille très traditionnelle et avec beaucoup d'interdits. Et j'ai grandi comme ça. C'est-à-dire que voilà, c'était très difficile pour moi de ne pas être comme les autres enfants. Je vivais mes rêves dans ma tête et les possibilités dans ma tête. Et donc ensuite, moi, la seule chose que je me suis dit, bon, enfermer pour enfermer, ben, tant qu'à faire, autant retourner dans mon environnement où je serais avec les miens, on va dire. Mhm. Et bon, ma mère a voulu repartir en Algérie quand j'étais en fin de troisième. Et donc, on est parti en Algérie. Et moi, j'étais très contente. Je me suis dit, super, je vais retrouver des personnes comme moi. Mhm. Et en fin de compte, j'ai fait mon lycée là-bas, mon bac et tout. Et en fin de compte, j'ai découvert un autre univers. Autre chose, une autre mentalité, d'autres manières de penser. Et vraiment, c'était quelque chose de particulier. Oui. Et donc, je regrette pas cette phase de ma vie. Elle a été Mhm. très importante, très décisive, très constructive. Et ensuite, ben, je me suis dit, ben, c'est toujours pareil, que je sois en France ou en Algérie, ben, en fin de compte, j'ai la possibilité de rien faire. Et ben, la seule chose qui s'offrait à moi, je me suis dit, je me marie et vive la liberté, c'est-à-dire vive, je vais pouvoir faire des choses. Et voilà, c'est là que je me suis mariée, pas Ok, pour tu des avais bonnes quel raisons. âge? J'avais 21 ans. Ok. Quelle ville déjà? Je sais pas si tu as cité dans quelle ville tu étais. Ah, j'étais à Alger. Non, après en France. Ah, en France, je suis née à Montargis, Ok, donc tu dans le retournais à Loiret. Montargis. D'accord. Ah, je ne suis pas retournée à Montargis. Je me suis mariée à Alger. Ensuite, Mhm. la personne, c'était une personne qui était de France aussi, hein, qui passait son Mhm. service militaire. Mhm. Et Allah a fait en sorte qu'on se rencontre et qu'on se marie. Et donc, je me suis mariée et puis voilà. Moi, j'avais un objectif dans ma tête, c'est que je voulais des enfants. Je voulais une Ouais. famille, je voulais des enfants. Mhm. Et donc tout de suite, j'ai eu mon premier enfant. Mhm. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai eu 6 enfants, c'est parce que je voulais, je sais pas, dans ma tête, c'était fixe. Je voulais Mhm. être maman de 6 enfants. Mais je voulais pas
je voulais faire des études aussi. Quand j'ai eu mon premier enfant, mon deuxième enfant, c'est là que je me suis rendu compte, non, 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 c'est pas possible. Je Ouais. peux pas être une maman qui peut rien donner à ses enfants. Donc c'est là que j'ai repris des études. C'était c'était dur, non, parce que bon, je suis quand même quelqu'un qui bouge beaucoup. J'aime bien relever les Mhm. défis et le fait d'être, on va dire, surchargée, débordée, bon, c'était mon quotidien. Donc voilà. Ne rien faire pour moi, c'est m'ennuyer. Ouais. Tu avais Donc dans 23 les à études, 24 ans à cet âge-là? comment? À ce moment-là, tu avais 23 à 24 ans Ouais, quand tu as 23, repris les ouais, études. c'est ça. Ok. Et en reprenant mes études, donc je m'épanouissais et en même temps, en parallèle, j'étais dans l'associatif parce Mhm. que pour moi, c'était très important de m'impliquer. Mhm. Et en étant dans l'associatif, parce que c'est là que je découvrais vraiment, vraiment, réellement l'islam. Oui. Et je me dis, mais en fin de compte, je connais rien de l'islam. À part la prière, Mhm. je ne connais absolument rien. Ouais. Je n'ai pas grandi dans un environnement islamique, à part ma mère qui priait. C'est tout, hein. J'ai grandi juste, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Point. Mhm. Quand on me demande, mais pourquoi je peux pas? Tu peux pas, point. Mhm. Et donc, pour moi, c'était important d'apprendre. C'était Mhm. important, c'était vital. Et parce que moi, je voulais pas de Allah, il a dit, le prophète, il a dit, un tel m'a dit. Non, je voulais pas de la religion des on m'a dit. Je voulais apprendre réellement, aller à la source. Et donc, j'ai eu la chance de faire 2 cursus en sciences religieuses. Mhm. J'ai eu la chance d'apprendre ma religion avec les bestes, les meilleurs. Et donc, voilà, je me suis vraiment, vraiment épanouie dans ma religion. Vraiment, c'était quelque chose, si c'était à refaire, je crois que je referais plus encore. Mhm. Donc avant de continuer, je voudrais juste revenir un peu sur ce que tu as dit rapidement. Tu disais que quand tu étais plus jeune, avant d'aller en Algérie déjà, tu pouvais pas faire grand-chose. Tu as grandi dans une fratrie avec quatre frères. Quand est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Tu te rendais compte au fur et à mesure de ça ou tu t'en as rendu compte plus tard? Rendu compte de quoi? Que tu étais bloqué, que tu pouvais pas faire ce que tu voulais faire? Ah, mais depuis toujours. Ouais. C'est depuis toujours quand je voyais mes camarades, mes copines, des membres aussi. C'était pas de ma famille, mais c'était des familles kabyles qui vivaient à proximité. Eh Mhm. bien, les filles, elles avaient des droits que moi, je n'avais pas. Par exemple. Ben, elles pouvaient recevoir des copines à la maison, elles pouvaient aller chez des copines, elles pouvaient aller en ville. Moi, c'était impossible de penser à ça. Ouais. Ouais. Et donc, tu as vécu la plupart de ton enfance un peu enfermé, Oui. frustré. Ouais. Ah oui, oui, ça, c'est complètement. Mhm. Ok. Pour te dire, j'avais une voisine qui était ma camarade de classe. Moi, j'habitais au troisième, elle habitait au deuxième. J'avais pas le droit d'aller chez elle. Mhm. Et c'était quoi la raison, tu sais? Ben non, tu Protégé. vas pas chez les gens. C'est pas de copine, rien. Ma mère Mhm. elle fréquentait personne. Donc il y avait personne qui venait à la maison et elle allait chez personne. Mais dans sa tête, c'était ça. C'est tu fréquentes pas pour éviter les problèmes. Mhm. D'accord. Et tes frères, c'était pareil? Ah, les garçons, c'est pas pareil. Lui, c'est un garçon. Voilà. Alors, du coup, on revient un petit peu à tes études religieuses. Donc, tu poursuis tes études religieuses. Tu fais le cursus, tu disais. Et ensuite? Mhm. Et ensuite, bon ben j'ai ce que j'apprenais, eh bien, mes enfants, ils en bénéficiaient aussi. Mhm. Question éducation, pour moi, c'était très, très important d'apporter à mes enfants ce que moi, je n'avais pas reçu. C'était pas évident parce que je l'avais pas reçu. C'est pour ça que j'ai fait des études qui étaient en lien avec l'éducation. Mhm. Ensuite, j'ai aussi fait d'autres formations
justement pour approfondir tout cet aspect psychologique de l'enfant, parce que c'est important. On s'improvise pas parent, maman, comme ça du jour au lendemain et de se dire, j'ai un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. On fait quoi quand ils passent leur temps à crier, à à te dire non, Mhm. à renverser? Quand tu leur dis de faire une chose, ben, c'est pas fait ou c'est pas possible. C'est pas Ouais, possible, ça devient, c'est-à-dire que je deviens leur bourreau à un moment donné, c'est pas possible et moi c'était inconcevable. ouais. J'ai Voilà, je Tu voulais voulais pas refaire pas. vivre la même chose que tu avais vécu. Ah oui, c'était pas possible. D'accord. Les formations, tu disais que tu as suivies, c'était en sciences de l'éducation? Alors, universitaire, oui. Ensuite, j'ai fait une formation, éducatrice Montessori. Je l'ai faite à Lyon d'ailleurs Mhm. et c'était à l'Institut supérieur Maria Montessori. C'est une formation, qui est, agréée, internationale. Mhm. C'est vraiment au cœur même, d'ailleurs, c'est Maria Montessori qui a créé l'AMI. Mhm. Voilà, et ensuite, j'ai fait aussi un cursus en psychologie de l'enfant. D'accord. Super intéressant. Donc, et l'objectif derrière, c'était, tu le voulais le faire pour toi, pour tes enfants, ou tu avais un objectif plus professionnel derrière? Qu'est-ce que tu souhaitais faire? Alors, je voulais le faire déjà pour mes enfants. L'objectif professionnel, disons que l'idée n'était pas encore venue dans ma tête. C'est quelque chose qui est venu après un constat, parce que moi, dans ma tête, j'ai toujours cru qu'il fallait commencer par les enfants. Donc, je travaillais avec les enfants, j'apportais aux enfants, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que je faisais que mettre des pansements sur les problématiques des enfants. Et une fois qu'ils Mhm. rentraient chez eux, eh bien, c'est rebelote, le pansement était enlevé et c'est reblessure, reblessure, reblessure. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fin de compte, c'est pas sur les enfants qu'il fallait travailler parce que les enfants, ils n'ont rien à voir là-dedans. Que c'est la posture de l'adulte qu'il faut changer. C'est-à-dire Mhm. la posture de nous, parents, qui doit changer et s'adapter aux besoins des enfants. Mhm. Et c'est extraordinaire parce que quand on lit tout ça à notre religion, on s'aperçoit que le prophète alayhi salatu wassalam, il était Islam. exactement dans cette démarche. Mhm. Et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, Ouais. beaucoup fait de recherches là-dessus, et je me suis rendu compte que c'est impressionnant comment on s'est éloigné de la réelle source. Franchement, Mhm. c'est impressionnant. Ouais. Et c'est là que j'ai fait le constat que si notre communauté, elle est dans cet état, eh bien, c'est parce que nous, parents, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que Mhm. tout ce qui faisait en sorte de construire l'adulte que l'enfant allait être demain, eh bien, ça n'a pas été fait. Mhm. Mhm. Est-ce que tu peux peut-être rentrer dans le détail, donner quelques exemples Ah oui, de choses voilà, que tu vois vraiment claires? bien sûr. Alors, les adultes, enfin, les parents, ils pensent que les enfants, un enfant, c'est un enfant et Mhm. qu'il n'y a rien à faire avec, qu'on doit avoir autorité sur lui, qu'il doit nous obéir tel un animal et qu'une fois plus grand, on va lui apprendre les choses de la vie. Sauf que Mhm. si on attend l'âge de la puberté pour apprendre des valeurs à ses enfants, eh bien c'est mort. On a tout perdu. Alors Mhm. que la phase la plus importante du développement de l'enfant, c'est entre 0 et 6 ans. Mhm. C'est-à-dire que tout se construit. C'est-à-dire que si on veut construire l'adulte fort qu'il sera demain, c'est entre 0 et 6 ans. C'est-à-dire que tout l'aspect psychologique, affectif doit se faire à ce moment-là. Et Mhm. si on loupe cette étape, eh ben, l'enfant va grandir avec vraiment des manques. Et ça va se ressentir à la puberté. J'aime pas dire l'adolescence, hein. J'aime dire la puberté parce que la puberté, c'est un autre stade de développement qui est vraiment très sensible quand ça n'a pas été travaillé en amont. Oui, d'accord. Ces informations-là, on les a. Quand tu m'as dit ça, ça me fait penser au livre assez connu hein, pour les jeunes parents, Tout se joue avant 6 ans. Ah, Euh, Comment est-ce que on arrive à cette conclusion que tout se joue justement avant 6 ans, que c'est à cette période-là que voilà, tout se construit, l'essentiel se construit? alors, c'est les neurosciences affectives et sociales Mhm. qui ont fait des études
sur le cerveau. C'est-à-dire que les neurosciences, ils travaillent pas sur des hypothèses, sur l'observation des comportements. Ils travaillent vraiment sur le cerveau à Mhm. l'instant T. Et ce qui va faire que un adulte soit équilibré, eh bien, c'est la maturité de son cerveau, mais la maturité de son cerveau émotionnel. Mhm. C'est-à-dire que cette phase-là, cette partie du cerveau empathique qui doit être construit, se construit entre 0 et 6 ans. D'accord. Et c'est par le biais de quoi? Par le biais de la bienveillance qu'on va avoir envers notre enfant, de l'affection Mhm. qu'on va lui porter, de Mhm. la considération, de la valorisation qu'on va lui donner. Et Mhm. c'est ça qui va construire les zones du cerveau qui vont lui permettre justement d'être fort. Ouais. Et plus l'enfant recevra des humiliations, des rabaissements. Alors les humiliations, on a qui pensent que c'est les insultes. Non, c'est juste le Mhm. fait qu'on dise à son enfant, non, tu vas pas réussir. Oh, qu'est-ce que t'es infernal. Rien que ça, ce sont des humiliations. Et ces humiliations à répétition, eh bien, Mhm. vont causer des dommages au niveau du développement du cerveau. Et Ouais. après, on se demande pourquoi nos enfants sont en colère à la puberté. Pourquoi est-ce que ils sont violents? Pourquoi est-ce que dans les quartiers, ces jeunes, ils sont dans cet état? Eh bien, il faut juste revoir leur passé, hein. Leur Mhm. enfance, comment ils ont grandi dans une famille. Ben, les enfants, Ouais. ils s'éduquent pas tout seuls, hein. Mhm. Mhm. On dit souvent, bah, vu que t'es algérienne et je suis algérien d'origine aussi, c'est le sang algérien, il est spécial. Oui, oui, On se trouve des excuses. c'est ça. Euh, il y a aussi, du coup, bah, tu parles du coup des quartiers, mais dans les familles, il y a les parents qui sont la majorité du temps, mais il y a aussi, du coup, l'entourage, les enfants avec qui ils jouent, ça a un rôle aussi. Alors oui, c'est un rôle, mais quand les parents accompagnent leurs enfants dans toutes ces étapes-là, Mhm. eh bien, ils ont cette capacité de, de savoir quel genre de fréquentation ils peuvent avoir. Bien sûr qu'ils peuvent être dans un cadre où il y a des personnes qui sont très malveillantes. Et il y en a beaucoup, hein. Et ils Ouais. peuvent subir du harcèlement. Moi, Mhm. j'étais très à cheval là-dessus. Et j'ai toujours été derrière, mais derrière, quand je vous dis derrière, c'est que c'est pour ça que moi je dis tout le temps aux mamans, vous voulez voir si un enseignant fait attention à votre enfant et qui va pas, comment dire, lui causer du tort, bien soyez présente. Soyez présente tout Mhm. le temps, posez des questions. Il faut que l'enseignant voie que vous êtes derrière votre enfant, que vous êtes tout le temps euh, avec lui, en train de communiquer, en train de parler, en train d'essayer d'être là pour son bien-être. À ce Ouais. moment-là, voilà, c'est vraiment un indicateur. Ouais. Et du coup, là, on revient sur les parents. La responsabilité première revient aux parents, mais est-ce que les parents sont pas aussi démunis de par le fait qu'eux-mêmes ont eu ce type d'éducation? Est-ce que nous-mêmes, en tant que parents, on n'a pas peut-être des déficiences par rapport à ça qui fassent qu'on ait plus de mal? Comment tu vois les choses, toi? Alors, moi, quand on vient, on me dit ça, c'est très simple, hein. Quand j'ai eu une fois un commentaire qui me dit: «Oui, toi, tu as eu de la chance, tu as été dans une famille aimante, tu as eu ci, tu as eu ça», comme si j'étais née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je Ouais. suis désolée, j'ai eu des difficultés. Mhm. J'ai pas eu des parents qui parlaient avec moi, j'ai pas eu un papa qui m'a donné de l'affection, qui m'a dit, heu mon père m'a jamais insulté, mais c'est pas une question d'insulte ou de dévalorisation, c'est une Mhm. question que la présence, la qualité de la présence. Mhm. Heu, Mon papa, il m'a jamais dit: «Je t'aime». Il m'a Mhm. jamais dit: «Je suis fier de toi, ma fille». Au Mhm. contraire. Et ça crée, c'était terrible parce que quand mon père était à l'hôpital, à ses derniers instants, il était dans le coma et là, c'était le moment pour moi de pouvoir, lui dire quelque chose, mais j'étais Mhm. tétanisée. J'aurais v Est-ce que tu te rends compte que j'ai jamais pu dire: «Papa», tellement j'étais Mhm. tétanisée. Alors Ouais. l'éducation à la dure, je l'ai eue.
L'éducation où on te donne pas de valeur, je l'ai eu. L'éducation où on te laisse pas parler, je l'ai eu. Là où on peut pas parler, exprimer, je l'ai eu. Hmm. L'injustice entre la fille et le garçon, je l'ai eu. Le fait de ne pas m'habiller comme les autres filles, je l'ai eu. Donc, Hmm. vivre tout ça quand on est jeune et quand on est ado quand on est vraiment à la phase de construction de son identité, ben, c'est quelque chose qui est très dur. Oui. Et donc, quand on vient, on me dit ça, je dis, si moi, j'ai pu reprendre des études ou j'ai pu me former pour essayer d'apporter un mieux à mes enfants, pour que moi je change, eh bien, tout le monde peut le faire. Oui. Moi, le message que j'envoie, c'est que c'est accessible à toute personne. Il faut juste prendre conscience, et il y a vraiment de très grandes prises de conscience de la part des mamans, les papas pas encore, mais les mamans, qui ne Mhm. veulent plus reproduire le même schéma. Mais elles ne savent Hmm. pas comment. Elles se disent, je veux plus crier sur mon enfant, je veux plus être comme ça avec mon enfant, mais je ne sais pas comment. Oui. Et, et voilà, donc oui, il y a des grosses prises de conscience. Elles veulent changer. Mais il y a le fait de vouloir changer soi, et il y a aussi l'entourage qui est familial, qui est très dur, qui Hmm. nous empêche justement de mettre en place l'éducation qu'on veut. Parce qu'on a aussi cette influence du regard de l'autre qui est Mhm. très présente. Et il y a ça Oui. aussi, il faut vraiment se défaire de ça aussi. Oui. Donc ça aussi, c'est Oui. important. Hmm. Et justement, en tant que jeune parent ou en tant que futur parent, comment faire pour se former? Comment faire pour se préparer à ça? Quels sont tes conseils? Alors, quels sont mes conseils? Bon, moi, j'ai mis en place une formation justement qui Mhm. permet, bon, j'ai mis en place la formation des super mamans Mhm. parce que je me suis rendu compte que c'était nécessaire de les accompagner, d'être présente avec elles. Et cet accompagnement, eh bien, c'est une formation dans laquelle j'explique dans les détails comment se développe un enfant, comment nous, en tant qu'adultes, nos schémas d'enfants, eh bien, vont se répercuter comme étant un déclencheur des réactions de nos enfants. Et comment pouvoir comprendre, comment répondre à ces besoins qui viennent face à nous et Mhm. on est démunis, on ne sait pas pourquoi il pleure, pourquoi il crie, pourquoi est-ce qu'il ne m'écoute pas quand je lui dis 100 fois la même chose. Oui. Eh bien moi je leur dis, si au bout de 3 fois, ton enfant ne fait pas ce que toi tu veux, et c'est qu'à un moment donné, la formule, elle n'est pas bonne. Il faut reformuler. Répéter 100 fois, ça ne sert à rien. Mhm. Le cerveau, il fonctionne d'une manière qu'il faut vraiment comprendre que telle phrase ne va pas impacter. Que ton enfant, à ce moment-là, eh bien, c'est pas comme ça qu'il faut lui parler. Tant qu'on aura cette posture, et dans ma formation, je l'explique, hein, tant qu'on aura cette posture de c'est moi qui commande, donc je dois imposer une autorité Oui. et l'autre doit m'obéir, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Mhm. Ça ne fonctionnera pas. Et donc oui, donc ces super mamans qui ont intégré mon programme, eh bien, c'est des mamans qui ont pris conscience, qui veulent et qui font énormément, énormément d'efforts. Et puis, on a un groupe ensemble où tous les jours, si elles ont une problématique qu'elles n'ont pas compris, il y a quelque chose qui survient, eh bien, elles peuvent me poser des questions à Oui. l'instant T. Mhm. Et donc, ça les rassure. Et donc, ça fait plusieurs mois déjà. Et voilà, je suis très contente. Trop bien. Trop bien. Bah, écoute, j'ai plusieurs questions là que j'ai notées pendant que tu parlais. C'est vrai que c'est un sujet vachement intéressant, l'éducation des enfants, et puis c'est lié aussi à nous, parce qu'on peut pas. J'ai l'impression qu'en fait, si on veut avoir une bonne éducation pour nos enfants, ça passe déjà par une réforme personnelle avant tout. Donc, c'est un long chemin interne d'abord avant de pouvoir voir Tout à des fait. résultats sur nos propres enfants. Alors, côté pratique, question, je pense, qui est assez importante, c'est au niveau du temps qu'on accorde aussi à nos enfants. Imaginons qu'on a toute la bonne volonté du monde. On vit dans une époque où voilà, il y a beaucoup de... les femmes travaillent beaucoup plus qu'avant. Ils sont, voilà, ils sont travaillent à temps plein ou à mi-temps ou je ne sais pas, je ne sais quoi.
est-ce qu'il y a un moyen de, comment dire, d'allier une une bonne éducation pour nos enfants et travailler pour des projets, etc., et s'investir dans des projets à côté ou travailler tout simplement? Alors, franchement, c'est une super question. Et comment est-ce que tu veux que quand papa travaille, qui part le matin à 7 heures et qui revient à 20 heures le soir, et que Mhm. maman va travailler à 8 heures ou 9 heures et revient à 17 heures le soir, comment est-ce que tu veux qu'elle ait l'énergie et la force de pouvoir donner à ses enfants ce dont ils ont besoin? Mhm. Quand elle rentre à la maison, c'est mort, c'est le speed, c'est je crie, dépêche-toi, j'ai pas fini, j'ai encore... À quel moment les enfants vont pouvoir décompresser? Ils sont à l'extérieur toute la journée et quand ils rentrent à la maison, au lieu d'avoir cette soupape de décompression dans leur foyer, eh Mhm. bien, c'est régime militaire. Comment est-ce que tu veux qu'un enfant puisse grandir apaisé, Oui. alors que on doit tout le temps être, voilà, tu dois faire ça, 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 ça. C'est-à-dire Mhm. il y a même pas de bienveillance dans la manière de parler avec son enfant. Il n'y a pas Mhm. ce temps où on se pose. Alors on va me dire, oui, mais je raconte l'histoire. Mais cet enfant, c'est pas juste pour le soir pour lui raconter l'histoire. C'est pas le fait que il ait mangé, il a des habits propres. C'est pas ça qui va le faire grandir. Ce qui va Mhm. faire grandir, c'est la qualité de ta présence. C'est ça qui Mhm. est important. La présence de maman ou de papa Oui. va lui donner de l'importance. C'est là qu'on lui donne de la considération. Quand on Mhm. l'écoute, quand on prend le temps de préparer le repas ensemble ou de mettre la table, de débarrasser la table. Mais ça, c'est impensable, vu Oui. qu'on est dans le speed. Donc non, 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 c'est pas possible. Et donc ça, c'est vraiment un grand problème. Mhm. Là, on vit dans une société, comme tu dis, où eh bien, l'homme et la femme doivent travailler. Je suis désolée. Cette société, elle a été voulue justement pour sortir les femmes de leur foyer, de leurs responsabilités. Qui va éduquer vos enfants? Qui? C'est qui? C'est l'école? C'est la crèche? C'est la nounou qui va récupérer les enfants? Mais à quel moment vous allez les avoir? Mhm. Même pendant les vacances. Regarde, tu vois, c'est vraiment, j'ai été choquée parce que je suis tombée cet été sur, fin d'été, sur Ouais. une interview où, où on posait la question à des parents: Mhm. «Est-ce que vous êtes contents, que c'est la rentrée?» «Ah oui, oui, je suis trop contente. Ah oui, vite, vite, vite qu'ils reprennent l'école». Ça veut dire que le fait d'avoir leurs enfants pendant les vacances, c'est un calvaire. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne prennent même plus plaisir d'être avec leurs enfants. Ouais. Ça montre bien que la société, elle a fait son job. Donc non, c'est pas aux institutions d'éduquer vos enfants. Mhm. Les vacances, c'est fait pour reprendre le contrôle. C'est d'être avec eux, c'est de passer Ouais. du temps avec eux. C'est pas d'être au travail toute la journée. Oui, mais on Mhm. doit travailler. Bah, travailler à mi-temps ou travailler à votre compte. Il y a toujours des Mhm. possibilités. Mais je crois, tout ça, c'est parce qu'on s'est éloigné réellement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Mhm. l'objectif premier pour les croyants musulmans, c'est devenu je dois avoir être propriétaire de ma maison, de ma voiture, faire des vacances, avoir de beaux habits, permettre à mes enfants de pouvoir faire plein de choses, mais ils vous ont pas demandé de faire plein de choses. Ils demandent juste je veux la compagnie de maman. Oui, mais à chaque fois ils me demandent. Mais c'est Mhm. qui le parent? C'est qui le parent? C'est qui donne des valeurs? Parce qu'un enfant qui demande autre que ses parents, la compagnie de ses parents, c'est qu'il y a un problème. Bien Mhm. sûr qu'à un certain âge, les enfants se détachent de leurs parents. C'est normal. C'est pas à la puberté que vous allez commencer à vous coller à vos enfants, parce que là, c'est plus une relation, c'est du flicage, parce que vous Ouais. voulez contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ouais. Mhm. Donc, ils se rendent même pas compte de l'ampleur.
de ce qu'est vraiment l'éducation. Hmm, hmm. À notre époque, Non, c'est un sujet vachement intéressant et controversé et sur lequel je pense il devrait y avoir beaucoup plus de discussions. Il est clair que les parents, de manière générale, devraient avoir un plus gros impact ou une plus grosse présence que ce qu'on voit actuellement, et pas seulement la mère, je pense aussi le père. hmm, Et d'ailleurs, on se disait en off plus tôt, il y a quelques jours, quand on parlait de ce podcast, que tu as mis de côté un peu les pères parce que c'est trop compliqué à atteindre pour le moment, donc tu t'occupes que des mamans pour l'instant. J'ai deux questions, je vais commencer par la première du coup. Quel est le rôle des papas dans tout ça? Tu as parlé de l'exemple du papa qui se lève à 7 heures du matin, qui rentre à 21 heures. Est-ce qu'il est, par rapport à cette responsabilité, là, tu penses déchargé de l'éducation? Ou est-ce que tu penses que non, malgré toute la responsabilité qu'il a, il devrait quand même être impliqué, bien plus impliqué que ce qu'on peut voir? alors c'est vrai que les papas, je parle des papas qui craignent Allah, bien sûr. Je Mm. parle pas des autres qui vont travailler parce qu'ils veulent s'éloigner de leur foyer. Quand ils rentrent, c'est la femme qui doit tout faire et puis, voilà, laisse-moi tranquille, je dois décompresser, je travaille toute la journée Mm. alors que la femme, elle travaille aussi toute la journée pareil. Je parle pas de cela. Je parle de ces papas qui ont vraiment à cœur cette responsabilité et qui vont travailler mais qui rentrent, ils sont morts, ils sont fatigués, ils sont épuisés et heu et maman aussi travaille toute la journée. Donc Mm. à quel moment on peut créer un équilibre? C'est très difficile. Mais les papas, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que leur présence, elle est indispensable. Alors la présence, quand je dis la présence, on a l'impression qu'ils vont avoir peur, ça veut dire qu'il faut que je sois tout le temps là alors que je suis fatiguée, j'ai le travail. Non, c'est la qualité de ce qu'ils vont donner, même s'ils donnent 10 minutes, c'est 10 minutes par jour, mais exclusivement avec leurs enfants. C'est-à-dire, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de télé, il y a rien qui parasite. C'est juste avec eux, Mm. avec eux. Et le côté affectif, il est fondamental, il est crucial. Si il n'y a pas ce côté affectif, eh bien, les enfants vont grandir avec un manque, Mm. mais vraiment flagrant. Tu veux dire un côté C'est pour ça que affectif c'est maternel et paternel, c'est deux choses différentes. alors affectif, quand je dis affectif, c'est le fait de valoriser ses enfants, valoriser sa fille, Mm. son garçon, Mm. de dire à ses enfants qu'on les aime, de les prendre dans les bras. Tout cet aspect affectif, il est important. Il est vital pour la construction de leurs enfants. Ouais. Sans ça, eh bien, adultes, alors il y en a qui disent non, moi j'ai pas grandi avec ça, j'ai grandi avec les coups, avec les cris et ça va très bien, je suis quelqu'un d'équilibré. Non, je suis désolée, c'est pas vrai, c'est faux, c'est un mensonge. Mm. C'est juste qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de pouvoir, voilà, non, non, les cris, je suis désolée, les cris, la dévalorisation, l'humiliation, le manque affectif, ça ne Mm. construit pas. Quand on regarde l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on voit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était impliqué quand il rentrait chez lui. Il était impliqué non seulement dans l'éducation, mais aussi dans le foyer. Donc voilà, il participait aux tâches ménagères, etc. Malgré des journées qui sont tout aussi compliquées que les nôtres, voire beaucoup plus compliquées que les nôtres, avec une plus grosse responsabilité. Est-ce que ça ne veut pas aussi dire quelque chose sur l'importance aussi de l'implication malgré la fatigue des papas, ou peut-être qui sont, je ne sais pas trop comment dire, parce que c'est vrai que souvent, le papa, si c'est lui qui a la charge et qui fait des longues journées, quand il rentre, il est très fatigué. Est-ce que ça le déresponsabilise pour autant d'essayer de se rapprocher du modèle prophétique? Alors, s'il agit comme ça, c'est pas de sa faute, mais c'est de sa faute s'il veut pas en prendre conscience. C'est pas de sa faute parce qu'il a été éduqué comme ça. Et donc l'éducation, c'est à la base. L'éducation Ouais. qu'on a reçue, c'est quoi? C'est toi, t'es un garçon, tu fais pas. Toi, la fille, c'est toi qui dois faire. Tu dois faire pour ton frère, tu dois ranger sa chambre, tu dois lui servir le repas, et lui, il doit rien Hum, faire. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est une injustice flagrante. hum. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand on a posé la question à Aïcha comment il était dans son foyer, elle disait qu'il était au service de sa famille. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait quoi? Il avait la plus lourde des responsabilités. Il était le chef de la communauté. Il répondait à toutes les questions, toutes les problématiques à l'extérieur. Mais quand il était dans son foyer, il était au service de sa famille. Donc, quand on dit ça, ben, les maris ils disent, bah oui, mais lui, c'est le prophète. Mais
Il est venu pour faire quoi? Justement, pour te donner l'exemple de comment tu dois te comporter. Et Hum, si tu t'éloignes du modèle prophétique, bah, je suis désolée, c'est que là, il y a un problème. Donc, ouais, quel que soit le travail qu'on accomplit à l'extérieur, si la femme, elle est capable de travailler toute la journée et de rentrer et de faire tout ce qu'elle a à faire, parce qu'elle, c'est du non-stop, pourquoi est-ce que le mari, est-ce qu'il ne serait pas disponible de 10-15 minutes pour ses propres enfants? ouais, Donc, il y a aussi le fait que quand le couple, il est créé, ben, il n'y a pas discussion du partage, des tâches. C'est-à-dire ouais, que voilà, j'ai besoin d'aide pour telle chose ou telle chose. Donc, à ce moment-là, faut pas se plaindre si on n'implique pas hum, son mari dans certaines choses. C'est pas ouais, une fois que on est dans un état où voilà, on peut plus, on se met à crier sur son mari en disant oui, tu m'aides jamais. S'il y a pas de communication, si on lui dit pas, bah écoute, tu vois, là, je suis vraiment KO, je suis HS, je peux pas faire, est-ce que tu peux m'aider? Ben, à quel moment il peut pas deviner, il n'est pas dans notre tête. C'est pour ouais, ça que la communication elle est super importante. Donc, il y a un problème de communication, on ne sait pas communiquer, on ne sait pas parler, on ne sait pas exprimer ses besoins. On est toujours dans l'impératif, les ordres, les ouais, rabaissements. hum, Vraiment, on a l'impression que c'est comme ça qu'on va avoir du résultat. Mais c'est le contraire. Pourquoi les couples explosent? Pourquoi les couples explosent? Et c'est hum, c'est terrible de voir que maintenant les couples, enfin les familles les parents sont monoparentales. Il y en a hum, énormément. ouais, ouais. On a parlé du cas extrême où l'homme et la femme travaillent à temps plein et peuvent accorder que très très peu de temps à leurs enfants et qui délèguent tout ça aux nounous, à l'école, etc. Il y a aussi l'autre cas extrême où on va avoir, qu'on retrouve régulièrement, donc c'est où le papa travaille par exemple et la maman reste à la maison toute la journée et qui du coup bon, bah, font une overdose de présence avec les enfants et qui s'impliquent non-stop à l'éducation des enfants. Et moi, ce que j'ai pu voir autour de moi, des gens que je connais, je trouve aussi que c'est un autre cas extrême parce que ce que je peux voir, c'est que la femme aussi a besoin de son temps à elle, de se vider l'esprit, de faire d'autres activités, de faire d'autres choses. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi, à propos de ce sujet-là? Alors, les mamans qui sont à la maison, Mhm. il faut qu'elles comprennent que c'est pas parce qu'elles sont à la maison qu'elles donnent de la qualité de temps. Parce que quand je parle de la qualité de présence, c'est pas le fait d'être à la maison, c'est le fait de s'impliquer dans la présence avec leurs enfants. Mhm. Parce qu'il y en a qui pensent que bon, j'ai donné des jouets, ils ont des jouets dans leur chambre, ils savent pas jouer tout seuls. Ben, c'est normal. Les enfants à cet âge-là, quand ils sont petits, ils ont besoin qu'on leur apprenne à faire tout seul. Ouais. Mhm. Donc, si on leur apprend pas comment jouer avec tel jouet, si on leur apprend pas qu'après avoir joué, on doit ranger, qu'on fait pas cette manœuvre ensemble, comment est-ce qu'ils vont apprendre? Parce que Mhm. les enfants apprennent par mimétisme. Mhm. Et le fait d'acheter 36 000 jouets et d'en mettre plein dans la chambre, c'est pas ça qui va les occuper. Parce que ils n'ont pas besoin de ça, les enfants. Ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, tous les parents, toutes les mamans le remarquent, c'est qu'ils ont beau acheter des jouets, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être dans la cuisine avec maman, ils veulent faire la même chose que maman, ils préfèrent des casseroles, ils préfèrent faire les choses d'adultes. Et c'est Ouais. normal. C'est ça Ouais. qui va permettre de les développer, le fait qu'ils bougent, parce que les enfants, ils bougent. C'est un besoin. Mhm. Quand il y a des parents qui disent: «Oui, moi j'ai mon enfant ma fille elle est sage, elle bouge pas». Ben non, Ouais. il faut qu'ils bougent les enfants. C'est un problème si elle bouge pas suffisamment. Ben c'est ça, parce Mhm. que bouger, il a été prouvé scientifiquement que bouger, eh bien, c'est ce qui va développer les zones du cerveau de l'intelligence. Ouais. C'est ce qui va lui permettre l'oxygénation. Donc il est plus, on va dire, le potentiel, eh bien, augmente. Ouais. Mais nous, on veut que Ouais. nos enfants ne bougent pas. Ben non. Ouais. Et concernant autant, parce que je parlais plutôt du temps de la mère, est-ce que le fait d'éduquer les enfants, ça implique plus on passe du temps avec les enfants et meilleure est l'éducation, ou est-ce qu'on peut avoir une très très belle éducation en passant pour la mère, je sais pas moi,
quelques heures le matin, quelques heures l'après-midi, et par exemple travailler à mi-temps. Euh, est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est possible d'avoir une aussi belle éducation que rester à temps plein à la maison? Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai pu me rendre compte, comme tu dis, que souvent, les mamans qui restent à la maison, elles vont peut-être laisser les enfants dans la chambre, s'occuper toutes seules, etc. Et même si elles s'en occupent à temps plein, donc elles font les activités, eh ben, elles font une overdose en fait. Trop de présence à 100%, elles peuvent pas se libérer l'esprit, elles n'ont pas d'activité autre, tout tourne autour de l'enfant. Et il y a une sorte de manque. Ils ont un besoin peut-être de s'impliquer, je sais pas, dans l'associatif ou d'avoir un petit boulot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dire on a une overdose de nos enfants, bah, c'est pas très correct. Pourquoi? Parce que quand on est maman, quand ils Mhm. sont petits, ils ont besoin de notre présence tout le temps. Les 2 premières années de la vie sont les plus importantes. Mhm. Donc oui, notre présence, ça doit être là. Je mets pas mon enfant à 6 mois à la crèche parce que je dois travailler, parce que. Oui, je comprends qu'il y ait cet impératif parce que je suis seule. Je comprends. Ouais. Moi, je parle pas de ces cas extrêmes où c'est difficile parce qu'on est seul, il y a personne pour travailler pour moi ou quoi que ce soit. Je parle de ces personnes qui ont cette possibilité Mhm. d'être présentes pour leurs enfants. Et quand je dis présente, c'est vraiment faire en sorte d'être à chaque étape de leur développement. Mhm. Après, avoir une activité extérieure, oui, bien sûr, mais rien n'empêche qu'on ait nos enfants avec soi. Moi, quand mes enfants étaient petits, moi, dès le départ, j'ai commencé l'associatif, dès mon Mhm. premier enfant. Donc mes enfants, ils ont grandi euh, en les traînant de partout, que ce soit dans les séminaires, dans les conférences, dans les organisations de ci ou de ça, ils étaient tout le temps avec moi. Je Mhm. laissais jamais mes enfants, jamais. Parce que je voulais aussi qu'ils grandissent là-dedans. Mhm. Et donc, bah, c'est pour ça que j'ai plusieurs de mes enfants qui sont impliqués aussi dans la dawa, hein. Ouais. Et, euh, et donc, travailler à mi-temps, c'est un bon compromis. Être auto-entrepreneur pour les femmes, c'est vraiment, on va dire, une liberté. Vraiment une liberté. Parce que on gère notre temps, on est libre de notre temps, parce que quand on travaille pour quelqu'un, on est, euh, on est circonscrit dans un périmètre où on ne doit pas sortir. C'est-à-dire qu'on rentre le matin au boulot et on ne sort qu'à 17 heures le soir. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement déjà qui est pas sain, parce que le monde du travail, c'est pas un milieu qui est sain, parce qu'on rencontre toutes sortes de personnes, toutes sortes et on doit faire, bon, le monde du travail, tu connais, il y en a beaucoup qui Ouais. connaissent, et j'aime pas le monde du travail. J'aime pas le monde dans lequel, ce monde du travail où vraiment, vraiment, c'est malsain. Mhm. Euh, donc, la femme, il faut pas qu'elle essaye de copier des modèles de pseudo-liberté, de pseudo, voilà, pour me sentir mieux, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille là ou non, faut que ce soit, voilà, moi pour me sentir bien, ben j'ai juste besoin d'aller prendre un café dans un salon de thé avec Mhm. mon ordi, regarder un truc ou voilà, ça c'est bon, ça me régénère et c'est bon, je rentre. Ouais. On ne doit pas on va dire, se calquer à d'autres, à d'autres qui ont d'autres besoins, d'autres envies. Et il faut que je me regarde moi. Et je me Ouais. fiche, et c'est ça qu'il faut comprendre. Arrêtez de vous focaliser sur le regard des autres, le regard que les autres vont poser sur vous. Parce que quel que soit ce que vous faites ou ce que vous êtes, on portera toujours un jugement sur vous. Mhm. Ouais. Ouais. Donc, essayer de trouver un petit peu son équilibre à soi. Mm, Euh, c'est ça. voilà, c'est chacun son équilibre si on veut être impliqué en tant qu'entrepreneur ou dans une activité dans l'associatif, Mm. quoi que ce soit. Voilà, trouver le temps qui est nécessaire pour une bonne éducation, mais à la fois pour s'épanouir personnellement en tant que femme, etc. Et quel est le rôle qu'a l'homme à jouer dans tout ça, dans essayer de trouver cet équilibre-là? C'est-à-dire dans l'éducation ou Euh, dans l'équilibre de son épouse? L'équilibre de son épouse. Parce que souvent, en fait, quand on a des enfants, la femme est souvent submergée déjà.
submergée et elle ne se rend peut-être pas compte des fois aussi qu'elle est submergée, voilà, c'est tout type de syndrome. Ah ouais, Euh, alors l'épouse, quand elle devient mère, elle devient hum, exclusivement mère et c'est ça l'erreur. Et elle hum, oublie ce côté conjugal. Et, et c'est vraiment dommage parce que c'est comme ça on a grandi aussi, hein. C'est notre modèle, hein, c'est ce qu'on a vu, hein. ouais, Et c'est problématique parce que euh, quand on est exclusivement mère, eh bien forcément, on va créer un fossé avec notre conjoint. hum, Et le moteur ne doit pas forcément venir que de lui, mais ça doit être aussi de nous. On doit être aussi un moteur hum, d'équilibre dans le couple, c'est-à-dire que on doit créer, générer des moments euh, où on passe du temps quand le bébé est au lit, où les enfants sont au lit, on passe du temps à discuter ou à se prendre un thé hum, et à passer juste ce temps-là en tête à tête, eh bien, ça permet de recréer, on va dire, un lien. Je parle hum, pas de l'intimité, je parle vraiment de ce moment qu'on peut passer à deux où on peut discuter. On ouais, peut se lâcher, de dire des choses, de dire ouais voilà franchement c'était pas facile, c'était dur aujourd'hui les enfants. Et toi comment hum, ça a été ta journée? Voilà, recréer ce lien, c'est ouais, important. Ou avoir des moments où bon ben je vais ramener maman, elle va garder les enfants ce soir et puis on va aller manger au restaurant. C'est pas ouais, de se dire mais vraiment ces moments en tête à tête ouais, sont vraiment très importants. ouais, hum, C'est vraiment très important parce que c'est comme ça qu'on va créer un détachement. hum, hum, ouais. Et peut-être que je suis peut-être un peu mal exprimé, mais ce que je voulais plutôt aussi dire, c'est donc il y a un équilibre entre la mère et l'enfant qu'il faut avoir, qui est difficile à avoir, surtout quand c'est quelque chose de nouveau, surtout pour le premier enfant, j'imagine, mais même après, hein, quand on a plusieurs enfants. Euh, et du côté de l'homme, lui, en grosso modo, hein, sa routine, elle change pas trop, parce qu'il passe l'essentiel de son temps au travail, et il y a que les heures où il revient, et peut-être le week-end où doit changer les choses. Et vu que tu disais, donc tu citais une partie du hadith voilà, où l'homme est responsable de son foyer, Mmh. euh, l'homme, est-ce qu'il n'est pas aussi responsable de travailler avec sa femme pour essayer de retrouver cet équilibre quand on a des enfants, aider sa femme à trouver l'équilibre, parce que du coup, ça implique aussi l'éducation des enfants et l'équilibre de sa femme aussi. Ah mais c'est sûr, c'est quelque chose on n'a pas un modèle type qu'on va reproduire. Chaque Ouais. modèle est différent et doit s'adapter au caractère et aux personnalités de chacun. Mais c'est Mhm. quelque chose qui se construit à 2. Mais il se construit pas quand on est marié ou quand on devient parent. Il se construit avant de se marier. C'est un plan qu'on prépare à l'avance. Mais nos filles, nos jeunes femmes, elles plongent dans un mariage sans savoir ce qui les attend. Elles disent: Mhm. «Bon, on verra après». Non, on verra pas après. Parce que un mariage, c'est vraiment un engagement. C'est comme une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a un, il y a un business plan à faire, entre Mhm. guillemets. Et c'est pareil. C'est-à-dire que, bon, les enfants, combien est-ce que tu penses que si Allah il nous gratifie d'avoir des enfants, combien? Euh, quelle est l'éducation que toi tu prônerais? Moi, l'éducation que je veux qu'elle soit bienveillante. J'aimerais que mes enfants, on puisse faire ça, 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 ça. C'est-à-dire que on se projette Mhm. parce que c'est On quand même, subit pas il y a ce des qui se passe. vies, il y a des vies en jeu. Il y a des Ouais. vies en jeu, donc c'est important. Donc, on se projette sur du long terme et on discute de tout pour que le Mhm. jour où ça arrive, ben, l'engagement qui a été pris devant Allah, il doit être respecté. Ouais. Et tout ça, ça s'entretient. Et les Mhm. responsabilités, c'est avant même que les responsabilités doivent être connues, reconnues et Ouais. acceptées. Ouais. Très bien. Super. Et donc tout ça, enfin, il y a pas mal de choses dont on a parlé aujourd'hui, donc tu l'évoques dans ta formation. Donc pour ceux qui sont intéressés, ils pourront retourner pourront se référer au site internet. Donc quel est ton site? Je le mettrai en référence, mais tu peux le Ah, moi, citer. c'est Dalila Laswawi, je me casse pas la tête. Comme Ouais, ça, on me retrouve partout, donc il ouais, n'y a pas de souci. dalilalasswawi.fr. Ouais, Donc je le mettrai c'est en ça. description, Inch'Allah. Tu as aussi une page Instagram. Avant de terminer, j'ai quelques petites questions à te poser que je pose toujours. Mais avant ces petites questions,
il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou quelque chose que tu voudrais peut-être partager avant ces questions-là? Ou on a fait le tour? Euh, ouais, il y a juste un petit point. Ouais, Nos, on va dire, nos enfants qui sont pubères, qui ont atteint ouais. la puberté. Il y a des parents qui pensent que on doit les contrôler. Il faut pas oublier que c'est une phase dans laquelle ils sont en grande souffrance, ils sont en grande construction. Vraiment, c'est le moment où ils vont construire leur personnalité, leur identité d'adulte. Hum, Si on n'est pas dans la communication avec eux, si on n'est pas dans la bienveillance, si on n'est pas dans la compréhension, si on lâche pas prise à des moments, eh bien, vous allez hum, aller droit au mur et il y a très souvent des catastrophes. hum. Ok, non, merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que tu as des routines au quotidien ou régulièrement qui t'aident, toi, à retrouver l'énergie, retrouver la force pour continuer? Ah bah écoute, c'est très simple, hein. C'est pas à peine d'aller d'aller très loin. Mhm, C'est prière à l'heure, faire le fajr, la priorité, la priorité. Comment voulez-vous pouvoir avoir quelque chose d'équilibré? Comment voulez-vous avoir l'aide et le soutien d'Allah si nos prières, il y a un problème? La mhm, prière du matin, je sais qu'elle est problématique, mais elle est fondamentale, elle est primordiale, elle est vitale. Elle est ouais, vitale dans notre vie. Et c'est notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, ouais, la connexion qu'on va avoir avec lui qui va nous permettre de pouvoir faire toutes les choses que l'on fait dans notre quotidien. Si on n'a pas cette connexion, alors c'est que vraiment, on n'a pas la conscience qu'à un moment donné, on va le retrouver. ok. D'accord, Fik, je te remercie. Euh, Est-ce que tu as une recommandation de livre que tu peux te recommander à nos auditeurs, à nos auditrices, qui t'a marqué, que tu trouves vraiment intéressant sur le sujet? Ouais, alors le livre que j'ai lu récemment, c'est un livre de Maria Montessori sur l'esprit absorbant. D'accord. Il s'appelle L'Esprit absorbant? C'est ça. D'accord. Et ça parle de quoi? Ben, ça parle justement des étapes de développement de l'enfant. Ok. Mais écoute, je le mettrai en description, pour ceux qui sont intéressés. Et enfin, si un auditeur ou une auditrice est intéressé par ton travail, souhaite te suivre ou a une question à te poser par rapport à cet épisode, est-ce que c'est possible et comment, à travers quelle plateforme? Sur Instagram, on peut m'envoyer un message, je regarde tous les messages. Excellent. Bon, bah écoute. Euh, Dalila, c'était un plaisir de discuter avec toi. On a parlé d'un sujet vraiment primordial, comme tu l'as dit, c'est là que l'avenir se joue, hein, Mmh. dans la communauté et chez nos enfants. Car nos enfants sont les futurs adultes de demain. Et je te remercie pour ça. Je demande à Dieu qu'il te mette la baraka, qu'il bénisse Barakallahu cette fik. initiative. Je te Barakallahu remercie fik. pour Wafik Barakallah. Je te remercie pour ton temps et je te dis à bientôt, Inch'Allah. Salam Inch'Allah, alaikum. barakallahu fik. Salam alaikum. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.